Alors je me suis amusé avec cette injonction. Il y a à la fois une part d'ironie dans ce titre et à la fois pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut le prendre au premier degré, on doit le prendre au premier degré, et il y a aussi un second degré derrière, il y a les deux. Moi ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin, et notamment de titiller les pensées sur le manger gras, qui est très mal compris, très mal perçu, et qui est fondamental. De titiller les pensées sur le manger sucré qui commence, lui, à faire son chemin, mais j'en connais le risque, puisque j'ai fait partie des gens qui ont arrêté le sucre d'une façon radicale, et je suis passé pas loin de la catastrophe. Voilà. Et je constate dans mon entourage, même des professionnels qui sont dans cette logique-là et qui sont en train de se désadapter. Donc, je vous en parlerai un petit peu. Et le manger salé, eh ben, c'est vrai qu'on dit faites attention au sel. Oui, ok, faites attention au sel. Mais le sel, il est où? Et le sel, qu'est-ce qui se passe? C'est assez rapide à expliquer, mais il y a quand même quelques repères à avoir par rapport au sel. L'idée étant, dès le départ, que à partir du moment où on fait une restriction dogmatique, on est forcément dans l'erreur. Donc là, même s'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, ça veut dire, si je le dis d'une façon un peu plus frontale, si on est dans une logique cétogène, vous avez dû entendre parler de ça, voilà, on est dans un dogme, ce dogme-là, à un moment ou un autre, va nous désadapter et va nous mettre dans des troubles fonctionnels. À l'inverse, si on est sur des injonctions très marketing, comme on a maintenant, où il faut prendre du light, alors ça c'est une vraie catastrophe, voilà, ou d'autres injonctions qui vont tendre vers une espèce de véganisme absolu, là aussi c'est catastrophique. On est sur des postures dogmatiques qui ne prennent pas en compte la réalité de notre physiologie. Et cette réalité-là, il faut essayer un petit peu de la comprendre, et comprendre que notre corps, il demande du tout, mais que c'est contextuel. Et du coup, on va essayer de comprendre le contexte. Limitons les aliments gras, salés, sucrés, oui, mais cette injonction, elle va avoir un sens si on sait et si on comprend ce que les spécialistes de la communication et du marketing agroalimentaire, enfin agro-industriel, je ne sais pas comment, voilà, ont mis en place depuis plus de 50 ans, qui s'appelle le Bliss Point. Voilà. Je l'ai bien dit au niveau anglais. Ouais, super. Voilà. Ou traduction à la française, le point de félicité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette injonction, elle est tout à fait pertinente, justement, par rapport à cette nouvelle façon qu'on a de s'alimenter, qui est une façon très industrielle. Un aliment qui a été industrialisé, c'est un aliment qui, pour être vendu, va respecter le plus possible ce concept du bliss point. Ce concept du bliss point, c'est comme je vous le mets, c'est une association savante entre du sel, du sucre et du gras. Et cette association qui a été vraiment étudiée, pas sur le plan santé, hein, elle a été étudiée sur le plan qu'est-ce qui va faire qu'on va augmenter les ventes. Voilà. Bon, et ben pour ça, ça fait appel à tout un tas de trucs neuroscientifiques qui font que cette association-là va créer, alors certes, une satiété à court terme, parce qu'il y a du gras, donc la satiété à court terme, elle arrive grâce au gras, mais surtout le plaisir du palais, c'est-à-dire que dans cet agencement-là, on crée une espèce de saveur qui universellement, voilà, flatte le palais. Voilà. Saveur, texture, voilà. On est vraiment sur du sens, voilà. En lien avec le goût, l'aspect, le toucher, le visuel aussi, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Et du coup, un truc sur lequel ils ont beaucoup travaillé, voilà, ce qui va générer dans notre inconscient, des fois c'est conscient, mais des fois ça ne l'est pas, ce que j'appelle un hédonisme nutritionnel. Alors, petit point de philosophie, l'hédonisme, voilà. Ouais, bon, simplement, l'hédonisme, philosophiquement, c'est vraiment
la pensée, l'idée philosophique comme quoi la vie n'a de sens qu'à travers le plaisir, si on résume. Voilà. Ne pas confondre avec l'épicurisme, d'ailleurs, qui est autre chose, mais on ne va pas faire un débat philosophique là-dessus. Voilà. Donc, l'hédonisme nutritionnel, c'est vraiment ce que va produire ce type d'aliment. Donc, s'il y a ces productions-là, ça veut dire qu'au niveau du cerveau, il se passe quelque chose qui génère cet hédonisme nutritionnel. Il se passe quelque chose dans notre cerveau, dans les strates les plus primitives de notre cerveau, notamment ce qu'on appelle le striatum. Et dans ces strates-là, il y a vraiment le truc de se dire « Ah, ce machin-là, il faut que j'en mange tous les jours le plus possible. » Voilà. Ça fait appel d'une façon assez atavique à des instincts de survie qui ont fait que l'humanité a réussi à s'en sortir et qu'elle est toujours là. Et du coup, ça, d'un point de vue du cerveau, ça impacte ce qu'on appelle des hormones typiques dans le cerveau, qui sont des neurotransmetteurs, et ça impacte la dopamine. La dopamine, autant vous dire que vous vous levez le matin, vous n'avez pas de dopamine, et bien vous ne vous levez pas. La dopamine, c'est le neurotransmetteur, donc ce qui va induire l'hormone de l'action et de l'envie d'agir. Voilà. Donc, en fait, le cerveau, il a envie de la dopamine. Et ce genre d'aliments, voilà, génère artificiellement de la dopamine. Et les activités sportives génèrent de la dopamine. Le fait d'apprendre, le plaisir d'apprendre génère de la dopamine. Il y a tout un tas d'activités comme ça. Voilà. Tous ces trucs-là, la dopamine, cette alimentation en génère. Et du coup, il y a vraiment un désir pour les gens qui ne prennent pas du recul sur ce type d'alimentation, de se dire, de toute façon, moi je mange ça parce que c'est ce qu'il me faut. Voilà. C'est du plaisir, c'est chouette, il ne faut pas réfléchir plus. Donc. Okay. Bon, vous me direz, tant mieux. Ouais. Tant mieux, oui. Et si cette association gras, sucré, salé n'avait pas de conséquences sur la santé, là, ok. Mais, donc c'est ce que je vous expliquais, le résultat de ce bliss-point qui est très dopamisant, c'est donc un résultat addictif. Donc si c'est addictif, c'est vendeur. Voilà. Et si c'est vendeur, c'est d'un côté la santé qui est oubliée, et c'est le marketing qui se gave, voilà, et c'est l'obésité qui progresse. L'obésité et les troubles qui vont avec. Parce que là aussi, moi j'entends des gens qui disent « Ouais, mais alors, ça y est, on rentre dans la grossophobie, tout ça. » Moi je veux bien comprendre qu'on se sente, quand on est en obésité, il faut savoir qu'en France, on est à 47% de la population en surpoids ou obésité. Hein, et c'est un des très beaux élèves de la planète. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, ils sont presque à 70%. L'obésité en France, en dehors du surpoids, elle est aux alentours de 20%. Bon, et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ok, moi je veux bien qu'on soit en surpoids, en obésité, si derrière il n'y a pas des troubles de santé. On a bien le corps qu'on veut avoir. Je veux dire, on n'est pas... Enfin, à partir du moment où ça nous permet de vivre la vie qu'on a envie de vivre, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. À partir du moment où on est en obésité ou à partir d'un certain surpoids, on est en trouble fonctionnel. Et un des premiers troubles fonctionnels, c'est une inflammation chronique. Et quand on a une inflammation chronique, on a un système immunitaire. Alors là, on est bien placé en ce moment au niveau des pollens pour que vous compreniez ce que je veux dire. On a un système immunitaire affaibli. Voilà. Et quand on a un système immunitaire affaibli, sur le long terme, on a quelque chose qui va se casser la figure. Sur le long terme. Ça ne sera jamais la même chose selon les personnes. Parce qu'on a tous ce qu'on appelle un polymorphisme génétique différent, donc une construction génétique qui nous est propre et une faculté de réguler cette construction génétique qui nous est propre. Donc quand on a un système immunitaire qui se fatigue de jour en jour parce qu'il y a des inflammations chroniques sur de long terme, on a des gens qui vont plutôt aller sur des tumeurs cancéreuses, par exemple, parce que ça, on le sait maintenant de plus en plus qu'il y a plein de cancers qui sont en lien avec ça. On entend beaucoup avec les histoires de fin de vie, donc sur des SLA, des maladies comme ça. Donc, on a aussi tout ce qui est, là c'est bien connu, des vieillesses prématurées en lien avec
comment elle s'appelle déjà cette maladie, j'ai oublié. Alzheimer, merci. Je ne sais pas si j'ai pas un problème. Voilà, des choses comme ça, et plein d'autres. Chez les sportifs, ce genre de symptômes arrive très très vite parce que le sport accentue le vieillissement s'il est fait s'il est mal pratiqué, et en plus chez un sportif la sensation de fatigue c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Or un système immunitaire qui travaille tout le temps, c'est quelque chose qui fatigue le corps. Donc souvent les sportifs ils s'en rendent compte assez rapidement, soit ils tirent la sonnette d'alarme, ils essayent de comprendre et on peut le réguler, soit ils se disent c'est pas grave, je m'entraîne un peu plus et ils vont à la catastrophe. Voilà, je poursuis parce que je sens que je suis en train de partir dans tous les sens, je vais essayer de me recentrer. Voilà, donc les risques pour la santé avec cette histoire de bliss point, de point de félicité. Si on va un petit peu plus loin que le bliss point par rapport aux graisses, hein, et en se focalisant sur les graisses trans, et dans les graisses trans, donc, ce sont des graisses qui ont été transformées. L'objectif que les industriels ont vis-à-vis de ces graisses trans, c'est de trouver une formule qui va faire une texture optimale, c'est-à-dire avoir une matière grasse qui fait qu'elle ne vous dégouline pas sous les doigts, et en même temps, elle est facile à utiliser. Voilà. Donc texture optimale, et surtout qu'il y ait une durée de conservation forte. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils modifient les graisses et qu'ils partent sur cette logique chimique de fabriquer des graisses trans. Okay. Donc ça, c'est ce procédé industriel, en fait, comme je le marque, en fait, c'est un phénomène d'hydrogénation. Hein. S'il y a un petit peu des gens qui ont fait de la chimie, voilà, ils rajoutent des ions hydrogène dans les acides gras et ils les saturent comme ça, et ils fabriquent des graisses trans. Ces graisses, donc, qui sont délétères simplement parce que l'organisme ne les reconnaît pas. Comme il ne les reconnaît pas, donc il sollicite le système immunitaire, et le système immunitaire il est en permanence activé. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut éviter. Pour les gens qui ont quand même une sensibilité au pollen, et vous voyez qu'ils sont sollicités par le pollen actuellement, imaginez les graisses trans, c'est la même histoire, mais toute l'année, quoi. Chaque fois que... Voilà. Sauf que vous ne vous posez pas la question que c'est les graisses trans. Mais si, voilà. Là on se pose la question du pollen, c'est la période. Alors, on les trouve où ces graisses trans? Biscuits, pâtisseries, c'est les produits industriels, les plats préparés. Bon, pâte à tarte, margarine. Alors, j'insiste sur les margarines, parce qu'on a souvent cette représentation de se dire je vais peut-être pas trop consommer du beurre, parce que le beurre c'est gras. Hein. Ouais, ok, bon, le beurre on en reparlera un petit peu. Donc, je vais prendre des margarines. Ouais, ok, sauf que une margarine, pour faire de la margarine, il faut hydrogéner. Voilà. Donc si on hydrogénise, parce que la margarine c'est une matière, c'est pas de l'huile d'animal, hein, c'est du végétal, hein. C'est une matière grasse végétale. Donc si on hydrogénise une matière grasse, on fait une matière grasse trans. Donc les margarines, quelles que soient les margarines, quand vous avez marqué bio, riche en oméga 3, ok, c'est bio, ok, c'est riche en oméga 3, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est un truc hydrogéné. Voilà. C'est toujours le problème avec le marketing, c'est que le marketing, il vous fait un déclaratif de ce qu'il y a, enfin, vous fait un déclaratif positif, mais il ne vous dit pas tout. C'est ce qu'on appelle le mentir par omission. Voilà, vous disiez Alzheimer. Mais c'est bon, je vois que vous suivez. Ouais. Bon, je caricature, il existe parfois des margarines non hydrogénées. Il faut bien le regarder. Si elles sont non hydrogénées, il faut aussi qu'elles soient non estérifiées. Non estérifiées, parce que c'est la même histoire sinon. Donc quand vous avez non hydrogéné, non estérifié, vous avez effectivement une margarine qui va fonctionner. Mais pourquoi s'embêter avec une margarine alors que le beurre on peut en manger, quoi. Donc, les quiches, les pâtes, souvent parce qu'en fait, dans ces préparations, on a utilisé des matières grasses trans.
Bon, les pâtes à tartiner, c'est un grand classique. Hein. Je ne vais pas donner des marques, hein, mais vous les connaissez. Mais ces pâtes à tartiner, alors là, c'est l'exemple type du Bliss Point. Hein. Voilà. Type. Voilà. Vraiment réussi, quoi. Vraiment réussi. Voilà. Et on s'est tous fait attraper par ça, quoi. Et c'est normal. Et c'est là qu'ils ont quand même 50 ans de recherche derrière. Hein. C'est pas un hasard, quoi. Pour des objectifs de vente. Alors, ce qu'on sait moi par contre, c'est que les barres de céréales sont soumises à ça. Ça, je le dis pour les sportifs, les barres de céréales, ouais. C'est bon, vous pouvez les laisser sur les rayons des magasins. Il y a des trucs beaucoup plus simples qu'on appelle des fruits secs et des fruits à coque, hein, des oléagineux. Voilà. Et vous faites votre petit truc. Voilà. Vous avez des produits bruts beaucoup plus simples que les barres de céréales, dans lesquels il y a tout. Ou alors après, vous allez avoir des barres de céréales de qualité, ça existe, mais alors ça coûte une blinde. Vous ne rentrez pas dans votre dans l'investissement, il ne vaut pas le coup, quoi. Les biscuits apéritifs, assez souvent. Alors là, c'est l'occasion de la redire, celle-là. Il y a des biscuits apéritifs qui vont être plus intéressants que d'autres. Comment savoir? Yuka. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que Yuka, c'est un outil grand public. Arrivé à un certain niveau d'expertise, on peut aller plus loin. Voilà. Et on peut se dire, ok, Yuka, très bien, mais j'ai aussi moi les facultés d'analyser par moi-même, d'aller au-delà du Yuka, d'aller éventuellement au-delà des failles que peut avoir créé Yuka, parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. Voilà. Mais sur le grand public, c'est quand même top. C'est vachement mieux que le Nutri-Score. Là par contre, il n'y a pas de photo. Et tout ça pour parler que les biscuits apéritifs, ça vaut le coup de les passer à Yuka. Et vous allez voir qu'il y en a certains qui sont pas si mal, et il y en a d'autres, c'est pas la peine. Et ça, c'est indépendamment des labels. C'est pas parce qu'il y a marqué bio que c'est forcément parfait. On a eu la bonne surprise, un jour, de passer des pâtes Lustucru à Yuka, et elles avaient une note exceptionnelle. Elles étaient à 90, je crois. Ouais. Lustucru, c'est basique pourtant. Elles peuvent en avoir plus, parce que Yuka, il met 10% de sa note pour l'agriculture biologique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après... Ça veut dire qu'il remplissait tous les autres critères, ouais, nutritionnels, c'est ça. Et sans additifs. Ouais, voilà. Et on a aussi trouvé des pâtes qui étaient à 100%. Oui. Ouais. C'était pas du Lustucru, celle-là. Enfin, à 100 sur 100, mais on est à 100%. Donc voilà, alors ces graisses trans, comme je vous mets, j'insiste beaucoup sur ces graisses trans parce que c'est vraiment un problème de fond. Dangereuse pour la santé, même en faible quantité. Parce que les gens ils nous disent ouais, mais j'en mange qu'un tout petit peu. Il y en a de partout. Donc déjà, vous ne maîtrisez pas si vous en mangez un tout petit peu. À partir du moment où c'est des plats préparés que vous n'avez pas fait vous-même, il y en a de partout. Voilà. Mais même en petite quantité, c'est d'emblée direct le danger à court terme, c'est l'augmentation considérable des risques cardiovasculaires. À long terme, c'est ce que je vous ai expliqué, le système immunitaire qui en a marre. Et après, en plus des risques cardiovasculaires, si vous avez une fragilité quelconque, vous allez développer une maladie dégénérative. Mais ça peut mettre 30 ou 40 ans. Et les autres graisses, comme je le mets, elles sont essentielles. Donc là, c'est rentrer dans la subtilité de manger gras. C'est-à-dire que si vous vous dites, pour plein de raisons, généralement c'est des gens qui veulent maigrir, je vais réduire les matières grasses, ou si des fois, ça arrive aussi, vous avez des médecins qui vous disent qu'il faut arrêter de manger gras parce que vous avez vu votre cholestérol, je ne sais pas quoi, vous ne savez pas, ça c'est une erreur. C'est une erreur foncière. Voilà. Parce que les graisses sont essentielles. Ok, mais lesquelles? Alors, les graisses, elles sont essentielles pour, je vous mets en gros, l'assimilation des micronutriments. Un exemple tout bête, il y a des vitamines qu'on appelle liposolubles, donc elles sont assimilées grâce au gras. Hein, on a qui sont hydrosolubles, assimilées grâce à l'eau, et d'autres liposolubles. Liposolubles, c'est A, D, E, K. Ces vitamines-là. Ces vitamines-là, vous en prenez des tonnes et des tonnes et vous ne mangez pas de gras, ok. Elles finissent aux toilettes, elles n'ont pas été assimilées. Et on a plein d'autres micronutriments comme ça, dont notamment ce qu'on appelle les épinutriments. Les épinutriments, pour faire très court, ce sont certains petits micronutriments qui ont la faculté d'aider le codage génétique
de façon à ce que notre codage génétique s'adapte à notre environnement. En fait, c'est un phénomène dans l'épigénétique, c'est un peu particulier, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais notre génétique, c'est pas une fatalité. Elle peut évoluer en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de ce qu'on mange. Et il y a certains micronutriments qui favorisent ça. Voilà. Et là, quasiment tous ces micronutriments, ils sont liposolubles. Je pense à la curcumine, voilà, qu'on trouve dans le curcuma. Je pense à la quercétine, à l'acide allergique, et il y en a d'autres. Bon, qu'on trouve quand on a une alimentation variée. Mais une alimentation variée, c'est bien sûr, il y a du gras. Les graisses, ce sont les constituants de nos hormones, notamment le cholestérol. Pour fabriquer une hormone, il faut du cholestérol. Voilà. Sinon, on ne fait pas d'hormones. Un organisme qui a défaut de fonctionnement d'un point de vue hormonal, c'est un organisme qui ne fonctionne pas correctement sur plein d'aspects. Voilà. À la fois sur des aspects où, si on prend par exemple en lien avec certaines hormones, en lien avec l'appétit ou en lien avec ce qu'on appelle l'anabolisme, c'est-à-dire le fait de prendre de la masse musculaire ou graisseuse, là je pense à l'insuline, si ces hormones fonctionnent mal, et ben votre métabolisme il fonctionne mal. Voilà. Donc, au bout d'un moment, le défaut de cholestérol, de graisse qui amène du cholestérol, c'est un défaut de fonctionnement des hormones. Il y a des graisses qui sont fondamentales pour la qualité de la flore intestinale. C'est ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Voilà, ces graisses-là. Notamment, on les trouve beaucoup dans les produits laitiers de chèvre et de brebis, voilà, entre autres. Voilà. On les trouve aussi ailleurs, mais on les trouve là. Et la flore intestinale, vous avez un microbiote qui n'est pas en bon état, on parle de dysbiose. Derrière, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que lui, c'est vraiment le pilote de départ, le microbiote. Il pilote plein de trucs, jusqu'à nos pensées. Notre humeur, nos pensées, nos idées, etc. Et puis bien sûr, les matières grasses, c'est fondamental sur l'énergie. Je sais qu'ici, il y en a quelques-uns qui font pas mal de sport. Et en fonction de votre intensité 1, par exemple chez les cyclistes, voilà. L'exemple du cycliste, c'est très parlant. Quand vous êtes en train de rouler dans le peloton, par exemple, ok, ça déroule, impeccable, et vous utilisez des triglycérides, voilà, de la matière grasse. Si vous n'avez pas ces triglycérides-là, ça roule mal dans le peloton. Voilà. Vous lancez une attaque, vous prenez le pilotage devant, là les triglycérides ça suffit pas, il faut passer au glycogène. Ok, mais c'est que là, c'est que à ce niveau d'intensité-là. Hein. C'est pour ça que des fois au vélo, on se dit, on se pose la question de ceux qui partent devant, de la durée des réservoirs en glycogène. Hein. Je dis, mais la cartouche elle est grosse ou elle n'est pas grosse? Il va tenir combien de temps? Bon, après il y a d'autres trucs, hein. On est bien d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, le geste que tu viens de faire, pour ton information, hein, c'est simplement ce type de dopage, c'est simplement un dopage qui a pour objectif de consommer beaucoup plus de triglycérides, même à haute intensité, et de préserver les stocks de glycogène. Ça sert à ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on le voit aussi dans les marathons, et où on voit les meilleurs mondiaux qui vous finissent un marathon qui fait quand même 42 km et 195 mètres. Les 2 derniers kilomètres, ils sont à moins de 3 km, à moins de 3 minutes au kilomètre, donc à des vitesses de dingue, quoi. Et là, on se dit, il y a eu ça, quoi, parce qu'ils n'ont pas cramé leur glycogène pour arriver à ça. Ça, c'est un petit aparté pour les sportifs. Donc, matière grasse, c'est une énergie. C'est une énergie qui est vachement intéressante pour les sportifs, mais aussi pour le quotidien. C'est-à-dire que quand on sort de notre sédentarité un petit peu dans laquelle je vous maintiens là, et qu'on a une activité à intensité douce, on a beaucoup plus tendance à utiliser le triglycéride. Et puis c'est très intéressant au niveau de satiété, parce que les matières grasses, c'est vraiment l'aliment qui vont activer la leptine, cette hormone de la satiété. Défaut de matière grasse et défaut d'activation de leptine, c'est des sensations de faim qui sont assez régulières aussi. Vous pouvez demander donc à Andéol, qui de temps en temps prend une petite matière grasse avec sa maman, parce qu'il y en a dans les maternelles en fait.